Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de la saison des webinaires 2023-2024. Vous êtes toujours nombreux à nous rejoindre pour ces rendez-vous et je suis ravie de vous retrouver. Je suis Céline Desrumeaux, ingénieure et coordinatrice pédagogique chez Orion Santé et je suis accompagnée aujourd'hui de Florian Rousseau, formateur et un des experts de l'équipe. Au sommaire de ce webinaire, nous verrons les nouveaux actes créés par l'avenant 6 dans le cadre des soins post-opératoires, les critères d'éligibilité et les compétences et cotations qui s'y rapportent. Bonjour Florian. Bonjour Céline. Alors Florian, les soins post-opératoires n'ont pas toujours fait partie de notre nomenclature. Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire de ces nouveaux actes, s'il te plaît? Bien sûr Céline. Oui, comme tu viens de le souligner, ces actes n'ont pas toujours fait partie de notre convention. Ils sont arrivés suite à la signature de l'avenant 6 le 29 mars 2019, publié au journal officiel le 13 juin 2019, ce même avenant qui a vu la création et la modification de nombreux actes de notre nomenclature et qui avait prévu à l'époque un calendrier de déploiement de ces nouveaux actes dont font partie les actes pour la prise en charge des patients en post-opératoire. Les actes post-op sont arrivés à partir du 1er janvier 2021. Ils sont au nombre de 4 et ils ont un critère d'éligibilité, exactement 2 critères d'éligibilité. D'accord. Alors, effectivement, l'évolution des parcours de soins en chirurgie rendait nécessaire cette évolution des cotations et compétences. Est-ce que tu peux nous préciser les deux critères d'éligibilité dont tu parles? Bien sûr, il y a 2 types de parcours de soins dans le cadre de la prise en charge des patients en post-opératoire pour l'infirmier libéral, à savoir les patients éligibles à une chirurgie ambulatoire et la chirurgie avec récupération améliorée après chirurgie, dénommée aussi le RAC. Ok. Petit focus du coup sur le parcours RAC. Le parcours RAC, pourquoi on s'arrête un petit peu sur celui-ci? Parce qu'il est un petit peu moins connu. Le parcours de soins de chirurgie ambulatoire est assez bien maîtrisé par l'infirmier ou l'infirmière libérale, alors que le RAC reste un petit peu plus flou. Il se définit comme une approche globale pour favoriser le rétablissement précoce après une chirurgie. Il a été montré que en réduisant donc les temps d'hospitalisation, parce que c'est l'un des objectifs principaux, c'est de réduire le temps d'hospitalisation afin d'améliorer la récupération. C'est avant tout un projet d'établissement, donc les établissements type hôpitaux, chirurgie ou cliniques qui sont intéressés par ces projets montent un projet et se retrouvent candidats, mais par contre, tous les établissements ne proposent pas du RAC, hein. Donc c'est pour ça que selon les régions ou les départements, on peut retrouver plus ou moins ce parcours de soins. Il est basé donc sur un chemin clinique avant, pendant et après la chirurgie, où tout va être pensé en amont, pendant la chirurgie et en post-chirurgie. Et bien sûr, ça induit l'implication d'une équipe pluriprofessionnelle, aussi bien du secteur hospitalier que du secteur de ville, vous l'aurez compris. Il a pour objectif, avant tout, d'informer le patient et le former à cette démarche, anticiper l'organisation des soins et la sortie du patient, donc dans sa situation de vie, ou grâce à un réseau hôpital-ville-domicile, avec éventuellement des prestataires, mais aussi l'infirmière libérale qui en fait partie. Minimiser les conséquences du stress chirurgical, comme je vous ai expliqué, hein, plus on réduit le temps d'hospitalisation, plus on diminue le stress chirurgical. Le contrôle de la douleur donc, dans toutes les situations potentielles et aussi favoriser et stimuler l'autonomie des patients. Quelles spécificités sont concernées? Initialement développée en chirurgie colorectale, la RAC s'étend à toutes les spécialités, désormais à tous les patients. À ce jour, on va pouvoir retrouver de la chirurgie digestive, de l'urologie,
de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l'orthopédie, de la chirurgie du rachis, pardon, et la gynécologie. Donc, toutes les spécificités chirurgicales. Après, tout dépend des établissements de soins qui sont concernés selon le type de chirurgie qu'ils proposent, bien sûr. Encore une fois, Florian, une vraie avancée au service du patient qui permet de valoriser l'activité des infirmiers libéraux avec un rôle prépondérant dans les prises en soins. Quels sont justement les nouveaux actes du coup qui ont été créés pour valoriser l'activité des soins post-opératoires? Ils sont au nombre de 4, exactement. Donc, on va les voir chacun en détail. Le premier acte, c'est la surveillance clinique post-opératoire. Rappelons que l'on retrouve ces actes dans la nomenclature au niveau du chapitre 2, article 7. Donc, le premier acte, surveillance clinique post-opératoire, qui comprend la vérification de la compréhension et de l'observance des consignes et des prescriptions de sortie, de la surveillance de tous les paramètres vitaux selon le type de chirurgie, bien sûr, ou tension, température, fréquence cardiaque, fréquence respi, évaluation de la douleur, la réalisation d'une fiche de suivi qui peut ou être remis par le service de chirurgie pour l'infirmière libérale ou, à défaut, le dossier de soins de l'infirmière libérale. 3 séances maximum durant la première semaine à partir du retour à domicile J0 ou avant la consultation avec le chirurgien si prévu dans cette même semaine. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant la première semaine suite au retour à domicile du patient, nous avons 7 jours pour coter ces 3 séances. La cotation est AMI 3,9. Par contre, je rappelle que pour pouvoir coter cet acte de soin, il faut qu'il soit prescrit. Sous-entendu, ce n'est pas parce que votre patient a bénéficié d'une chirurgie ambulatoire ou d'un parcours RAC que la surveillance clinique est forcément inclus dans les cotations. Il faut qu'à un moment, dans la prescription, vous devez retrouver surveillance clinique post-opératoire. Le deuxième acte de soins qu'on retrouve dans l'article 7, c'est la surveillance et le retrait du cathéter périnerveux. Ça a été une révolution parce que cet acte est venu se rajouter à notre décret de compétence suite à sa mise en avant par la prise en charge des infirmières libérales, hein. Avant, cet acte n'existait pas dans notre décret de compétence. On le retrouve désormais dans l'article 43 11-7, l'article 4 bis exactement. Donc, il a pour but l'analgésie loco-régionale en perfusion continue pour traiter le syndrome douloureux. On ne peut par contre faire que la surveillance et le retrait, hein. Je précise bien, on ne fait surtout pas de remplissage ni de changement de diffuseur. Cela est strictement interdit. Donc, nous, dans ce qu'on attend dans notre rôle, c'est la surveillance et le retrait de ce cathéter périnerveux. Bien sûr, on va évaluer la douleur, les éventuels effets secondaires, l'étanchéité du pansement, etc. La cotation a émis 4,2. 3 jours consécutifs. Attention, le mot consécutif est très important, hein. Ce n'est pas 3 jours, un jour sur deux, par exemple. C'est vraiment 3 jours consécutifs maximum. 2 possibilités pour coter cet acte. Si le patient vit seul, on va pouvoir coter 2 passages par jour, un le matin et un le soir pendant 3 jours. Si le patient vit avec un aidant, un seul passage par jour pendant 3 jours. Merci Florian. Tu fais bien de nous préciser que le remplissage ne fait pas partie de notre décret de compétences. Nous savons que certains prestataires font pression sur les IDEL pour qu'elles acceptent ces prises en charge. Je me permets de rappeler en fait deux petites choses. C'est de l'exercice illégal de la profession d'infirmier anesthésiste que de faire les remplissages et les changements de flacons. Ce n'est pas dans notre décret de compétences. Et en plus, il n'y a aucune cotation pour valoriser cet acte, puisque bien que les prestataires nous disent vous pouvez coter de la perfusion, aucunement. Les voies d'abord sont précisées dans la nomenclature pour les perfusions. La voie d'abord périnerveuse ne fait pas partie dans la NGAP
de l'article sur les perfusions. Donc, c'est hyper important de ne pas se laisser faire sur ce sujet-là. Il y a autre chose sur les cathéters périnerveux. Qu'en est-il, Florian, des cathés qui sont posés dans le cadre d'une prise en charge médicale de la douleur? Eh bien, ça n'est pas possible. Effectivement, selon notre décret de compétence, on pourra très bien éventuellement faire de la surveillance, faire du retrait, donc l'acte ne sera pas un exercice illégal. Néanmoins, dans le cadre d'une prise en charge médicale, c'est-à-dire en dehors d'un parcours de soins chirurgical, post-opératoire, on ne pourra rien facturer. Ça n'est pas dans notre accord conventionnel, donc ça n'existe pas à la NGAP. Donc nous, on rappelle, le cathé périnerveux est pris en charge uniquement dans le cadre du post-opératoire après un parcours de chirurgie uniquement. Donc, sur du médical, une facturation uniquement en hors nomenclature, c'est le patient qui règle et qui éventuellement se fait rembourser ensuite par sa mutuelle. Exactement. OK. Merci Florian. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du retrait de sonde urinaire que nous avons tellement attendu à la nomenclature? En effet, cet acte a longtemps fait défaut dans notre nomenclature. Il est arrivé grâce à l'avenant 6. Donc, c'est le troisième acte que l'on va retrouver donc, dans les soins post-opératoires, donc le retrait de sonde urinaire, cotation AMI 2. Rappelons qu'on retrouvera aussi le retrait de sonde urinaire dans l'article 6 du chapitre 1, parce que là, on voit que pour pouvoir coter cet acte-là, il faut que le patient ait bénéficié d'un parcours de soins en chirurgie. Il a aussi été rajouté dans l'article 6 du chapitre 1 pour pouvoir retirer une sonde urinaire sans que le patient ait bénéficié d'un parcours de soins en chirurgie. Voilà pourquoi on le retrouve à deux endroits dans la nomenclature, mais la cotation est la même, AMI 2. Enfin, le quatrième et dernier acte que l'on va retrouver dans l'article 7 du chapitre 2, c'est la surveillance et ou le retrait de drains de redon. Avec cet acte-là, deux séances sont facturables après le retour à domicile. Donc, l'un, ce sera la surveillance et l'autre, éventuellement, le retrait. Il n'est pas nécessaire que les jours, par contre, soient consécutifs, à la différence du cathé périnerveux, où là, on nous précise bien dans la nomenclature que c'est maximum 3 jours consécutifs. Là, on nous dit qu'on a deux séances qui sont facturables, mais on ne précise pas qu'il faut que les jours soient consécutifs. On peut très bien avoir la surveillance du drain à J2 et le retrait à J4. Donc ça, c'est possible. La cotation a émis 2,8. D'accord, merci Florian. Pour toutes ces précisions que tu as apportées sur cet article relatif aux soins post-opératoires. Est-ce que maintenant, il y a des règles spécifiques de cumul des actes dans cet article? Et oui, 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 il y a une règle absolument importante. On va voir les règles de cumul après, mais il y a une règle d'absence de cumul à retenir, c'est qu'on ne peut absolument pas cumuler au cours de la même journée ni au cours de la même prise en charge la surveillance post-op, qu'on a vu précédemment, pardon, a émis 3,9 et le cathé périnerveux a émis 4,2. Ils ne sont absolument pas du tout cumulables, ni au cours de la même journée, ni au cours de la même prise en charge. Par contre, on va voir qu'il existe une règle de cumul en dérogation donc à l'article 11b des dispositions générales, mais on le rappelle toujours dans la limite de 2 actes. Donc, je vous ai fait un schéma qui résume les cumuls possibles. Donc, on peut voir dans ce schéma-là donc, que la surveillance post-op et le cathé périnerveux, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, ne peuvent pas se cumuler, mais on peut très bien cumuler une surveillance post-op avec un retrait de sonde, une surveillance post-op avec le drain de redon. Éventuellement, on va pouvoir cumuler le retrait de la sonde et le drain de redon, ou encore le cathé périnerveux et le drain de redon, ou encore le cathé périnerveux et un retrait de sonde urinaire. Voilà. En fait, en gros, pour résumer, tous les actes de l'article 7 euh, se cumulent dans la limite de 2 actes, sauf la surveillance post-op et le cathé périnerveux. D'accord, merci Florian. Il est maintenant temps de passer aux traditionnelles questions-réponses. Donc, je vous invite
Postez vos questions dans le petit onglet questions et réponses et nous allons pouvoir y répondre. Alors, et Virginie nous demande, Florian, cathé périnerveux toujours sous HAD, donc parfois 4 jours consécutifs et toujours 2 fois par jour, même si aidant à domicile. Donc, a priori, Virginie, elle, les catheters périnerveux, elle ne les a que sous couverture d'une HAD. Est-ce que Voilà. c'est toujours le cas? Alors, ça peut effectivement, dans certaines régions, on voit encore les catéperies nerveux pris en charge dans le cadre d'une HAD. Alors, dans le cas d'une HAD, on le rappelle, c'est un exercice qui est hors convention. On est en dehors de la convention nationale. Là, les règles que je vous donne, c'est quand vous êtes dans le cadre de la convention nationale, hein, donc quand vous êtes en gros, quand vous êtes en facturation caisse, hein. Là, vous êtes sous la convention en fait de l'HAD. Donc, l'accord que vous avez avec l'HAD va donc prévoir les conditions de facturation. Donc, eux, ils peuvent très bien aller au-delà de ce qui est prévu dans la nomenclature. Là, dans la nomenclature, on voit qu'il est prévu 3 jours consécutifs maximum, mais les HAD, eux, peuvent très bien aller au-delà sans problème. Donc, vous pouvez avoir une facturation différente avec l'HAD. Merci, Florian. Cédrine nous demande comment les actes se cumulent avec les perfs. Eh bien, avec les perfusions, les actes de l'article 7 et du chapitre 2 se cumulent en application de l'article 11b, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une perfusion et en plus une surveillance post-op. Je ne sais pas, par exemple, moi, on peut prendre l'exemple d'une perfusion d'Acupan sur 12 heures, parce qu'on retrouve souvent cette perfusion dans le cadre d'un parcours RAC. Donc, perfusion sur 12 heures, donc ça va être le forfait AMI 14 pour perfusion au-delà d'une heure. Si on doit y ajouter une surveillance post-op, elle passera à 50% du coefficient, parce que la surveillance post-op AMI 3,9, le coefficient étant plus faible, il passe en demi, mais coupé en deux, à 50% de son coefficient. Merci, Florian. Marlène, maintenant, qui nous demande si les actes sont cumulables à taux plein. Donc, je pense qu'elle parle des cumuls à l'intérieur de Dans l'article RAC l'article dont 7, tu as oui, parlé. suite Si au c'est pas schéma que ça, j'ai montré. Marlène, vous me repréciserez la question dans le chat, s'il vous plaît. Oui, on est bien en dérogation à l'article 11b, et on est bien sur un cumul à taux plein dans la limite de 2 actes. Ça marche. Christine demande si les sous-cutanés se cumulent avec la séance RAC. Oui, bien sûr, elle se cumule avec la séance RAC, mais toujours en application de l'article 11b, donc c'est-à-dire à 50% de leur coefficient. Petit rappel aussi sur la surveillance post-opératoire, c'est bien juste une surveillance. Aucun autre acte technique n'est inclus dans la séance. C'est-à-dire que si vous devez réaliser une injection sous-cutanée, un pansement, il viendra se facturer en supplément de la surveillance. Juliette demande s'il faut que l'ordonnance mentionne que c'est de l'ARAC. Pas obligatoirement. Idéalement, c'est mieux parce que du coup, ça permet d'identifier plus facilement. Mais lors de la prise en charge du patient, on peut très bien, au cours de l'anamnèse, lui poser la question, tout simplement, avez-vous bénéficié d'un parcours RAC? Parce que, inévitablement, si le patient a bénéficié de ce type de parcours, ça va forcément résonner en lui, car on rappelle que ces types de parcours nécessitent un entretien préalable qui est souvent réalisé d'ailleurs par une infirmière, hein, dans le service de chirurgie. C'est un parcours qui est donc proposé aux patients. Il n'y a aucune obligation d'accepter. Donc, forcément, quand ils ont bénéficié d'un parcours RAC, les patients le savent. On le retrouve maintenant de plus en plus sur les prescriptions parce que les prestataires de services accompagnent les services de chirurgie pour que les ordonnances soient le plus claires et le plus lisibles pour vous. Donc, on peut le retrouver, mais des fois, ça peut ne pas y être et le patient a quand même bénéficié de ce type de parcours. Petit aparté aussi, car je n'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait 2 critères d'éligibilité, hein, la chirurgie ambulatoire ou le parcours RAC. Cela sous-entend que si le patient a bénéficié d'un parcours de chirurgie
traditionnelle, hein, c'est-à-dire pas de chirurgie ambulatoire, pas de parcours RAC, on ne pourra pas facturer les actes de l'article 7. Ça, c'est une notion extrêmement importante parce qu'il peut des fois arriver que sur certains parcours de chirurgie traditionnelle, certains patients vont rentrer avec un drain de redon. Malheureusement, s'il n'y a pas d'ambulatoire ou de parcours RAC, on ne pourra pas facturer l'acte, on sera hors nomenclature. D'accord, merci Florian. Mylène, qui nous demande de confirmer qu'on peut confirmer à taux plein tous les actes du chapitre de l'article 7, pardon, sauf l'AMI 3,9 et l'AMI 4,2. Oui, c'est ça, exactement. C'est confirmé, Mylène. C'est confirmé. Virginie, pouvez-vous redire ce qu'il faut demander sur l'ordonnance pour le RAC? Bon, bah ça, je pense que tu viens d'y répondre avec la question de Juliette. Marion Alors, aussi, même peut-être que question. Virginie euh, veut que je reprécise pour la surveillance post-op, parce que autant le cathé périnerveux, le drain de redon ou le retrait de sonde urinaire, ça reste assez simple. Par contre, la surveillance post-opératoire, qui est vraiment qu'un acte de surveillance, il faut qu'elle soit prescrite. C'est-à-dire que juste, il faut qu'il y ait marqué sur la prescription surveillance post-opératoire. Et du coup, ça inclut les 3 séances. Certains chirurgiens pourront éventuellement vous lister les jours à laquelle ils souhaitent que vous fassiez la surveillance. Ça peut être, si on est sur de l'ambulatoire J0, J1, J2, ou J1, J2, J3, ou J1, J4, J6, éventuellement. Enfin, j'extrapole, hein. Mais il faut qu'à un moment ou à un autre, cette surveillance, elle soit prescrite. S'il n'y a pas la notion de surveillance post-opératoire, on ne peut pas facturer l'AMI 3,9 parce que généralement, quand on voit le mot RAC, souvent les infirmières associent le RAC à la surveillance post-opératoire. Alors que non, le RAC, on rappelle, est juste l'éligibilité pour l'ensemble des 4 articles de l'article 7. Donc, on peut facturer une surveillance sans qu'il soit précisé RAC sur l'ordonnance, si on est certain que notre patient sort bien d'un protocole RAC. Par contre, on ne peut De pas chirurgie, facturer ou de chirurgie ou ambulatoire. de chirurgie ambulatoire, d'accord. Par contre, on ne peut pas facturer la surveillance si elle n'est pas précisée sur l'ordonnance. Exactement. Lucie, drain de redon, prescription de surveillance drain de redon sur 3 jours au domicile du patient. Comment coter? Et non, malheureusement, on est limité à 2. On se limite à 2, une surveillance et un retrait. Donc, s'il y a 3 jours de surveillance, ça n'est pas possible. Il y aura un acte qui sera hors nomenclature. Paula qui demande, chaque infirmière peut facturer ses actes si ce n'est pas la même infirmière sur les 3 jours. Ce n'est pas grave, hein. Ça, effectivement, hein, sur les 3 jours, on peut avoir des fois une, deux, voire même 3 collègues différentes. La règle d'application de la nomenclature vaut pour la prescription, hein. Donc, c'est au regard de la prescription qu'on est limité à, par exemple, à 3 jours maximum. Mais ce n'est pas, bien sûr, pas pour la même infirmière, hein. On peut très bien avoir une collègue ou un collègue différent qui facture. Mais par contre, sur la prescription, on sait qu'on a maximum, si je prends l'exemple du cathé périnerveux, 3 jours consécutifs maximum. On ne peut pas aller au-delà. Ça marche. Et inversement, du coup, c'est pas par infirmière, c'est C'est ça, par ordonnance. par ordonnance, par prescription. Vanessa, dans le cadre d'une prise en charge RAC, on ne peut donc pas facturer de perfusion. Bah, si ça t'a répondu. Si, si, oui, on peut facturer les perfusions. On rappelle que la prise en charge RAC, là, on est uniquement pour les actes qu'on retrouve dans l'article 7. Voilà, c'est que le RAC rend éligible les actes de l'article 7. Mais les perfusions, elles ne sont pas soumises à un parcours de chirurgie en RAC, hein. Ok. Pour l'AMI 3,9, donc Sabine nous parle de l'AMI 3,9 en disant, il est dit que le patient doit être vu dans les 6 jours post-opératoires par le chirurgien. S'il n'est pas vu dans cette période, est-ce que du coup la cotation n'est pas possible? Oui, il y a les deux possibilités dans la nomenclature. Où le chirurgien reverra son patient dans la semaine qui suit son retour à domicile. Dans ce cas-là, on a jusqu'à la veille de la consultation avec le chirurgien pour coter ces 3 séances.
ou alors justement, il a été prévu que si le patient ne revoyait pas le chirurgien, dans la semaine qui suit son retour à domicile. Par contre, si le patient voit le chirurgien, admettons, 4 jours après, on ne pourra pas facturer la surveillance post-op après la consultation. Ce sera forcément avant la consultation avec le chirurgien. Merci. Cédrine qui nous met un petit exercice. Alors, si elle a une perfusion, un pansement, une surveillance, une ablation de redon et une sous-cut, elle peut coter, elle propose en cotation l'AMI 14 plus l'AMI 3,9 sur 2. Effectivement, si on considère que le pansement est un pansement courant ou simple, euh, côté AMI 2, application de l'article 11b, hein, le premier acte, celui qui a le plus fort coefficient à taux plein, et le deuxième à 50% de son coefficient. Donc oui, la cotation est bonne, en effet, même s'il y a plusieurs actes derrière. Alors, Laetitia, on a une prise en charge RAC avec surveillance du pansement à refaire uniquement si saturé ou fuite pendant 15 jours. Comment peut-on coter nos passages si le pansement n'est pas à refaire? Et non, ça, malheureusement, l'acte de surveillance d'un pansement juste à vérifier son niveau de saturation, à ce jour, n'existe pas dans la nomenclature. C'est où on le refait, ou on ne le refait pas, ou alors on fait participer le patient éventuellement à cet acte de surveillance. Mais une simple surveillance n'existe pas, malheureusement. Alors Virginie qui revient sur une question à laquelle tu as répondu en disant pas besoin de mettre un délai sur l'ordonnance. Virginie, je ne sais plus, rappelez-moi, c'était sur la surveillance post-op. Enfin, rappelez-moi. Et Alors, sinon, est-ce qu'on alors peut peut-être facturer dans le cadre de l'ALD? alors, dans le cadre de l'ALD, oui, c'est possible. Après, voilà, c'est le chirurgien qui fera sa prescription sur son ordonnance Bisone, mais ça peut être dans le cadre d'une prise en charge ALD, éventuellement, selon la pathologie. Je pense que les délais, elle doit sans doute peut-être parler C'est euh, sur la surveillance par post-op, elle rapport me à la, dit. à la surveillance, hein. Le délai maximum, en fait, c'est une semaine après le retour à domicile. C'est ce qu'il faut retenir. Hein, dans la nomenclature, c'est un petit peu alambiqué comme c'est écrit parce qu'on nous dit de J0 à J+6. Quand on calcule de J0 à J+6, ça fait bien une semaine. Hein. Donc, petit aparté aussi sur le J0. Le J0, dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, c'est facile. C'est le J0 de l'opération chirurgicale et le J0 du retour à domicile sont le même, parce qu'on sait bien que le patient va rentrer le même jour que son hospitalisation. Attention, dans le cadre du RAC, le J0 opératoire ne sera pas le même que le J0 de retour à domicile qui va correspondre à vous, à votre facturation. Hein. Et des fois, on peut se faire avoir parce que le chirurgien, dans ses prescriptions, lui peut vous noter des surveillances post-op à J3, J4, J5, mais lui, il a en tête son J0 opératoire et pas votre J0 de retour à domicile. Donc, soyez vigilants juste sur ce libellé-là. Ça marche. Isabelle demande si la surveillance RAC comprend le pansement. Et non, la surveillance, ça reste qu'une surveillance. On est vraiment là, l'infirmier prend tout son sens dans sa dimension clinique. On est vraiment sur de la surveillance clinique, la bonne compréhension de ces traitements, des consignes qui lui ont été données, l'évaluation des paramètres vitaux. On est vraiment que sur de la surveillance. Le pansement se cote en plus. Sylvie, est-ce que toute chirurgie ambulatoire peut être cotée? Ah, bien sûr, bien sûr. Quel que soit le parcours de chirurgie, dès lors que c'est de la chirurgie ambulatoire, tous les actes de l'article 7 sont éligibles, dès lors qu'ils sont prescrits. Laurence demande si l'ordonnance a été mal rédigée par le chir ou l'anesthésiste. Est-ce qu'elle peut en demander une qui est conforme au médecin traitant du patient? Non, non, la nomenclature est claire, la prescription doit être faite par un chirurgien ou un anesthésiste, uniquement. Euh, Mylène, mais du coup, avec perfusion, peut-on coter? Oui, on a répondu à ça. Ouais, répondu à la question. Hop, Patricia.
sur post-op RAC et pansement mammaire, les deux seins. Comment coter? Eh ben, s'il y a une surveillance post-op qui a été prescrite, surveillance post-op AMI 3,9. Ensuite, le pansement mammaire côté AMI 3, mais il sera divisé par 2 à 50% de son coefficient, toujours en application de l'article 11B. Comme il y a les deux seins, ça veut dire qu'il y a le deuxième pansement, pardon, devient gratuit. Je pense que c'est ça la question de Oui, oui, Patricia. en Ok. effet. Oui, le pansement du deuxième sein passe en gratuité. Euh, hop, si le patient sort de l'hôpital à pas d'heure et rentre à 21 heures de sa chirurgie, peut-on coter le déplacement de nuit? Malheureusement, la majoration de nuit ne peut se facturer que si la prescription mentionne la nécessité impérieuse. On entend par impérieux l'impossibilité, pardon, absolue de pouvoir avoir un autre horaire. Malheureusement, voilà, si le patient est sorti tard et est rentré tard euh, et que ce n'est pas prescrit, donc en horaire de nuit, malheureusement, ce ne sera pas possible. Après, rien ne vous empêche de facturer un dépassement au patient, hein, euh, sur cet horaire qui sera en horaire de nuit, bien sûr, en l'ayant informé préalablement et après qu'il vous ait donné son accord. Merci Florian. Alors, il y a encore des questions. Malheureusement, il est l'heure maintenant de vous remercier pour votre présence en nombre à ce webinaire. Euh, je vous donne rendez-vous très bientôt. Par contre, si vous avez d'autres questions, tu peux mettre la dia suivante, s'il Pardon, te plaît. excusez-moi. Si vous avez d'autres questions, merci Florian, sur la nomenclature, n'oubliez pas qu'on peut également vous accompagner avec le programme MyOrion. Voilà, donc l'abonnement pro pour les infirmières et infirmiers libéraux, pensez-y. Moi, je vous donne rendez-vous dès le 8 avril 2024 pour le 12e épisode de nos webinars où je recevrai Karine Sangrouber sur le thème des plaies et des cotations qui s'y rapportent. Au revoir Florian. Au revoir Céline, bonne journée. Merci, à très bientôt et bel après-midi à tous et à toutes.